Bien, effectivement, merci Canel pour cette précision, pour ces précisions et pour cette présentation. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, hein, et puis voilà, de vous offrir un temps de parole sur différentes questions qui renvoient donc à la façon dont un chercheur, durant son doctorat, eh bien, est confronté à des mouvements institutionnels qui peuvent compliquer bien souvent son travail de recherche. Alors, je suis particulièrement content d'être là aujourd'hui, puisque ma journée va être quasiment exclusivement consacrée à la recherche, ce qui est relativement rare aujourd'hui dans mes fonctions, puisque cet après-midi, donc, je suis à un jury de thèse donc de Sophie Buisson, une psychologue clinicienne qui fera sa soutenance de thèse donc, sur les troubles de l'attachement et la mentalisation chez les enfants placés de 3 à 6 ans en protection de l'enfance, donc en maison d'enfants à caractère social ou au service d'accueil familial. Et j'ai eu la chance d'accompagner Sophie Buisson durant son contrat CIFRE voilà, de 3 ans au sein de mon institution. Et dans ce jury seront également, entre autres, présents Séverine Ollier, qui a travaillé à l'ONPE dans les années 2005-2010, je pense, et Gilles Séraphin, qui a été directeur de l'ONPE au milieu des années 2010 également. Tout ça pour vous dire que le réseau des jeunes chercheurs, voilà, il peut durer dans le temps et ça peut devenir un réseau professionnel ensuite, et que voilà, ce sont des personnes que l'on côtoie depuis 10-15 ans et que l'on retrouve sur des événements extrêmement intéressants comme des jurys de thèse. Alors, maintenant que je me suis présenté, je vais vous présenter donc, nos 3 intervenants. Je vais commencer par Mathieu Pereira. Donc, Mathieu Pereira, vous êtes le psychologue clinicien de formation. Vous exercez encore en tant que psychologue territorial au sein d'un service de prévention et de protection de l'enfance en Haute-Loire. Vous réalisez actuellement une thèse de doctorat en psychologie, donc sur la promotion de la santé mentale et de la résilience en protection de l'enfance, dans une perspective développementale, et vous êtes rattaché à l'Université Lyon 2 au laboratoire DIF. Développement, individu, processus, handicap et éducation. Handicap et éducation, voilà, sous la direction de Rebecca Chanclang. Cette thèse donc, est réalisée dans le cadre du temps documentation, information, recherche, prévu dans le décret portant statut des psychologues territoriaux. Donc, c'est une thèse sur article qui va comprendre donc 2 articles sur des recherches interventionnelles, l'étude Safe Families qui vise à l'implémentation du programme Le Cercle de sécurité parentale au sein du placement familial, un projet soutenu par l'ONPE, et un projet qui s'appelle JE Mention 43. J-Motion 43, qui est une étude pilote sur l'utilisation d'un programme de développement des compétences émotionnelles chez les jeunes majeurs ayant bénéficié d'un parcours en protection d'enfance. Fanny Westel. Donc, vous êtes docteur en sociologie. Vous êtes enseignante-chercheur à l'ENS, École de travail social. Vous avez été membre, vous êtes encore membre de la CIVIS. Vous êtes encore membre de la CIVIS. Voilà. Vous avez soutenu votre thèse en décembre 2024 à l'ENS de Lyon, et votre thèse s'intitulait Intimité sous contrainte, ethnographie d'une jeunesse placée en protection de l'enfance. Donc, c'était une thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE et qui analysait donc les marges de manœuvre dont les adolescents et adolescentes peuvent se saisir pour accomplir leurs pratiques intimes, donc les pratiques liées au corps, à leurs relations affectives et sexuelles, leur biographie familiale ou encore l'expression de leurs émotions, donc sur le regard quasi permanent d'éducateurs ou d'éducatrices et donc des autres jeunes placés avec eux. Et donc votre thèse met en lumière un traitement différencié de ces pratiques en fonction du genre et en fonction de l'âge. Et donc, Monsieur Barlet, Yann Barlet, vous êtes, voilà, vous avez travaillé 18 ans en protection de l'enfance, en qualité d'éducateur spécialisé, principalement en maison d'enfants à caractère social dans Paris. Votre thèse porte sur les situations familiales concernées par l'intervention de l'AEMO et de la prévention spécialisée. Et à Porquier, donc vous avez mis provisoire avec un point d'interrogation, parce que ça peut encore évoluer. Ça évoluera forcément. Les défis de la coordination de services d'aide éducative et prévention spécialisée sur un territoire, place et rôle des usagers et acteurs de l'action. Donc cette thèse est réalisée en sciences de l'éducation au sein du laboratoire CREF de l'équipe
de l'Université Paris-Nanterre sous la direction d'Hélène Join-Lambert, qui a été, il y a quelques années, présidente du conseil scientifique du GIP. Donc, votre recueil de données se fait auprès des professionnels dans une dimension qualitative, donc au sein de 2 associations d'AEMO et de prévention spécialisées sur 2 arrondissements parisiens. Et vous êtes soutenu dans le cadre d'un contrat CIFRE via la structure qui propose de l'AEMO. Ouais. Non, la prévention spécialisée. De la prévention spécialisée. Ok. Voilà, donc on voit bien voilà, plusieurs disciplines, plusieurs parcours pré-professionnels et pré-recherche, plusieurs aussi types de contrats et d'accompagnement, et donc de conditions dans lesquelles vous pouvez exercer votre recherche. Et donc la première question que je souhaitais vous poser à chacun de vous, c'est comment vous avez été accueillis sur vos terrains respectifs. Comment vous avez trouvé votre place ou construit votre place en tant que chercheur dans les institutions ou auprès des institutions avec lesquelles vous avez travaillé. Donc, au regard de vos différents objets d'études, au regard de vos disciplines, qui sont quand même également distinctes, et puis au regard de vos statuts entre donc, le chercheur en contrat CIF, celui qui bénéficie d'une bourse doctorale, le chercheur qui a été longtemps professionnel et qui reprend des études, etc. etc. Donc, M. Barlet, je vous propose de commencer. Ah bah, très bien. Merci de me donner la parole. Merci à l'ONPE pour cette opportunité de pouvoir parler un petit peu de ce qui passe parfois un peu de manière parallèle sur la question des recherches, la question de l'accueil. On m'a beaucoup parlé quand on a un petit peu échangé en amont. Je voudrais juste, en premier temps, recontextualiser un peu le cadre de ma recherche parce qu'il est particulier et il a engagé des opportunités, mais aussi des difficultés au fil de ces 3 ans de CIF qui viennent de se terminer il y a 1 mois et demi. Donc, je suis au chômage, mais je le vis bien. Cette première partie, donc, pour contextualiser un petit peu le cadre de ma recherche, et puis j'aborderai après ce qui m'a paru être le défi le plus important au titre de l'accueil, mais je ne vais pas spoiler dès la suite. Je vais commencer par le cadre de la recherche. Donc, cette recherche porte, on vient de le dire, sur les situations familiales concernées par l'intervention en parallèle de la prévention spécialisée de l'EMO, qui est un cas plutôt original en protection de l'enfance. Et notamment parce que l'une et l'autre sont liées par des modalités d'intervention très différenciées, très différentes, voire parfois opposables. La prévention spécialisée étant liée à la libre adhésion et la EMO à une ordonnance sous assistance éducative. Juste l'objectif de cette recherche était de déterminer, d'écrire puis analyser sur plusieurs territoires parisiens les enjeux auxquels se confrontent l'ensemble des acteurs, donc professionnels, jeunes et familles. Alors, je le mets avec un point d'interrogation comme pour le titre de la thèse, en adoptant notamment une démarche inductive. 2 caractéristiques essentielles sont pour moi à nommer aujourd'hui. Celle de la CIFRE, parce qu'elle s'est construite dans un cadre très particulier, puisque c'est l'association de prévention spécialisée qui est à l'origine de la démarche de recherche, puisqu'elle m'a sollicité pour créer le projet autour d'un constat qu'elle avait sur la non-articulation comme ça, entre la prévention spécialisée et la EMO. Donc c'est elle qui fait le portage salarial durant ces 3 ans. Mais elle a souhaité, pour des raisons financières très claires, s'associer à une deuxième association, en AEMO cette fois-ci, qui, elle, s'est associée par convention à la première association de prévention spécialisée afin de payer 1/3 de mon salaire. Les détails ont l'air comme ça un petit peu... c'est pas anodin. Mais ce n'est pas anodin. Non. Ça a créé des éléments très particuliers. L'un des éléments que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'il était en attente... il a été construit dans la convention CIFRE, un cadre de recherche un peu particulier, puisque je devais être 25% sur un terrain, 25% sur un autre terrain associatif et 50% sur la recherche sur le laboratoire. Alors, sur le laboratoire, mais l'ensemble était sur la recherche. Ouais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être évoquer plus tard. C'est les cadres de la CIFRE. Peut-être que c'est pas la journée. On parle à un autre moment. En tout cas, c'est très particulier. Et le deuxième élément que je voulais amener, puisqu'il a eu une incidence très claire, à la fois positive et négative, c'est mon parcours en protection de l'enfance. Mais on en reparlera ensuite. Donc ce projet se construit à partir d'un constat professionnel dans un cadre extrêmement complexe,
en termes de statut, puisque pour l'une association, je suis clairement un salarié, pour l'autre association, je suis là, mais parce qu'il faut soutenir la recherche, parce qu'ils ont un intérêt, etc., etc. Et pour revenir à la question de l'accueil, pour moi, l'enjeu principal à ce moment-là a été celui de la rencontre avec les professionnels. Et cet enjeu de l'accueil, en tout cas ce défi d'être bien accueilli, c'est très particulier de le dire comme ça. Le défi d'être bien accueilli. Quelle responsabilité j'ai sur cet accueil, finalement. Et quand j'arrive et que je suis un peu, je vais vous expliquer un petit peu les cadres, mais débarqué, les choses se sont construites différemment suivant les deux associations. L'idée étant sur cette question de la rencontre avec les professionnels, là je reprends les termes de Jean-Pierre Paillet, mais c'était de s'ancrer dans une relation autour d'un modèle, d'une construction d'une familiarité, de pouvoir engager quelque chose de plutôt, comment le dire, simple, je nomme comme ça, avec tout ce que moi je pouvais apporter, porter en tout cas des fantasmes des uns et des autres. Donc matériellement, on va engager la chose de manière un peu plus pragmatique, mais matériellement, les deux structures m'ont permis d'être accueilli sur les sièges sociaux, en me libérant des bureaux, pour l'un même du matériel informatique, donc c'était plutôt agréable, je me suis senti accueilli très bien. Par contre, j'ai été très rapidement confronté à une complexité que je n'avais pas anticipée du tout. C'est la particularité de l'implantation des différentes équipes concernées par la recherche. Dans mon cadre, il s'agit de 9 équipes, 7 en prévention spécialisée, 2 en AEMO, sur 2 arrondissements différents, 3 sur un arrondissement, 3 équipes de prévention spécialisée, une d'AEMO, et le reste sur l'autre arrondissement. Avec cette particularité de la prévention spécialisée, que c'est sur les 7 équipes, 4 n'avaient même pas de locaux, donc travaillaient uniquement en rue. Ce qui engage une diffusion géographique très importante et matériellement, moi j'étais au sein du siège social. C'était assez complexe au moment de l'accueil en tout cas pour pouvoir favoriser cette rencontre avec les différents professionnels déjà, ne serait-ce que ça. Ma chance, c'est que enfin ma chance, en tout cas l'opportunité que j'ai eue, c'est que dans le cadre de la prévention spécialisée, j'étais associé directement au pôle recherche. Et ce pôle recherche était inscrit sur le siège social. Et la seconde chance, là pour le coup c'est une chance, c'est que ce siège social avait une vie associative très 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 forte. Et l'ensemble des professionnels se réunissaient régulièrement dans ce cadre-là. Et donc j'ai pu rencontrer comme ça au fil des premiers mois l'ensemble des professionnels et pouvoir engager cette rencontre et ces premiers échanges autour de la question de la recherche. On reviendra après sur ce qu'il a fallu dépasser aussi autour de ces rencontres, mais déjà au niveau de l'accueil, voilà ce qui a pu se produire. Et un élément qui a été extrêmement fondamental à cette entrée en relation positive, c'est le fait que j'ai pu être accompagné par le tuteur, CIFRE, qui était dans ce cadre-là au pôle recherche. Et en fait, cette intégration, cette impulsion d'intégration, pour le dire comme ça, elle a été très marquée en prévention spécialisée et elle m'a servi tout au long des 3 ans, malgré un ensemble de difficultés qu'on évoquera en second temps, je pense. Mais en tout cas, cette intégration, elle a pu être permise grâce à cette intégration emmenée, pour le dire comme ça, impulsée par ce tuteur de terrain. Dans le cas de la EMO, ça a été beaucoup plus compliqué puisque je n'avais pas de tuteur. J'ai été, pour le coup, accueilli quelques mois après le début de la CIFRE, en plus, dans un bureau abandonné, clairement, qui depuis des mois, il y avait de la poussière, il n'y avait rien dedans, qui était lié au comité d'entreprise, qui avait été abandonné, il y avait encore l'étiquette comité d'entreprise. Donc c'était très, voilà. J'étais excentré de l'équipe, même s'il était présent sur le site, j'étais au 2e étage et au premier. Enfin, c'était très particulier. Ça pour un arrondissement, et puis pour l'autre, j'ai pas eu le droit de bureau, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Parce que physiquement, il n'y avait pas la place. Par contre, cette chance sur le 2e arrondissement, c'est qu'une chef de service était très engagée dans la question de la recherche et m'a intégré auprès de l'équipe très rapidement. Donc, trois terrains finalement, enfin 3 types de terrains pour le dire comme ça, même s'ils sont beaucoup plus nombreux finalement, et trois démarches un peu différentes, 3 vécus en tout cas différents, avec cette
cet élément qu'on retrouve dans 2 situations sur 3, finalement, c'est celle de l'intégration par un autre. Voilà, exactement, ce facilitateur qui permet effectivement, en tout cas, d'engager cette impulsion de la rencontre et qui me permettra ensuite, on en reparlera, de pouvoir alors, aller dépasser potentiellement d'autres freins qui se font produits. Mais cette question était très importante. D'ailleurs, avant de réfléchir à la question, j'en avais même pas pris conscience. Pour vous dire à quel point cette impulsion menée par les autres, ces facilitateurs, avait été importante dans le cadre de cette entrée en relation. Oui, non, mais je pense que s'arrête là pour l'accueil, mais merci beaucoup. Mais on parle des trucs. Je me doute, la journée est longue. Mais effectivement, il y a 2 choses qui me paraissent extrêmement intéressantes et importantes à retenir. D'une part, les modalités d'accueil, les modalités de rencontre et comment se crée la rencontre avec les professionnels. Et c'est une rencontre qui va forcément être médiée par des facilitateurs dans l'institution, facilitateurs qui peuvent être évidemment le tuteur lorsque l'on est dans le cadre d'un contrat CIF, mais vous avez également parlé de la chef de service qui vous a vraiment aidé. Secrétaire de direction, j'ai oublié de nommer aussi. D'accord, et le secrétaire de direction qui a été également pour régler, j'imagine, tous les problèmes techniques, locatifs, qui peuvent se poser. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Madame Westel, je vous proposerai de nous dire un petit peu, vous également, comment vous avez vécu et comment s'est déroulé cet accueil et ces premières rencontres avec votre terrain et puis avec les professionnels et les enfants qui vont composer votre terrain d'enquête. Alors moi, je vais répondre en 2 temps. Je vais commencer par vous parler du coup du montage particulier d'une thèse CIFRE en école de travail social. Alors, ce sera plus rapide sur ce premier point. Et ensuite, en effet, de la manière dont j'ai pu accéder à des établissements de protection de l'enfance et négocier l'accès et l'entrée dans ces lieux avec les adultes du coup qui en gardent l'accès. Donc moi, ma thèse CIFRE, elle était intégrée dans le laboratoire de recherche d'une école de travail social en région Rhône-Alpes. Et je vais d'abord en fait commencer par les contraintes parce qu'elles ont été nombreuses. D'une part, des contraintes administratives pour obtenir ce financement avec la NRT, puisque du coup j'ai attendu plus d'1 an la réponse après le dépôt du dossier, ce qui occasionne, vous l'imaginez bien aussi, des conditions matérielles un petit peu précaires en attendant d'avoir une réponse. Et c'était également au même moment que la période du coup de la crise sanitaire et du Covid-19, ce qui fait qu'une fois que j'ai enfin obtenu l'accès, l'obtention de ce contrat CIFRE, j'ai encore dû laisser passer le 2e confinement pour enfin rencontrer les professionnels. Donc tout ça a retardé, on va dire, le temps de la réalisation de la thèse et ça a aussi complexifié d'un point de vue plus épistémologique la difficulté d'accéder à la parole directe d'usagers de la protection de l'enfance, puisque je ne suis pas et je n'étais pas travailleuse sociale. Concrètement, la CIFRE, elle a été organisée aussi de manière assez particulière, puisque en fait, mes terrains d'enquête n'étaient pas ceux de l'école du travail social. Donc en fait, j'ai enquêté, mes 3 terrains d'enquête, c'était 3 services de protection de l'enfance, une MEX, un séjour de rupture et un service éducatif de jour. Et l'accès à ces services-là, du coup, il a été facilité parce que lorsque j'ai intégré cette école de travail social en CIFRE, cette école avait déjà des partenariats de recherche avec cette association qui portait les 3 services et j'avais moi-même travaillé dans le passé dans cette association, mais au siège, en tant que chargée de mission. Donc, on me connaissait déjà. Pour autant, ce qui a été complexe dans cette organisation CIFRE avec des terrains qui ne sont pas ceux de la structure CIFRE, c'est évidemment le découpage temporel de mon temps. C'est-à-dire que j'ai été très vite chargée de missions, du coup, dans l'école de travail social, avec des missions qui n'étaient pas en lien avec ma thèse, qui étaient vraiment de l'ordre soit du secrétariat, soit de la communication, soit également de la veille et de la réponse à des appels à projets. Et dans le même temps, du coup, je devais négocier cet accès à mes terrains d'enquête en me rendant déjà à plus de 100 km de distance entre les deux et en faisant en sorte d'être sur place sur une temporalité plus longue puisque c'était une ethnographie. Donc, j'arrivais souvent en milieu de journée dans les établissements et j'ai resté très tard le soir jusqu'à l'arrivée des surveillants de nuit, donc jusqu'à 23h minuit. Et puis le lendemain, j'avais ma journée CIFRE qui recommençait à l'école de travail social. Donc, ce découpage-là, il est assez complexe. Il a quand même un bénéfice, c'est que dans la partie CIFRE, dans l'école de travail social, j'ai pu aussi, on va dire,
augmenter certaines compétences que je n'avais pas, c'est-à-dire, voilà, par exemple, faire des réponses à des appels à projets de recherche, aussi mener quelques bouts de recherche qui n'étaient pas du tout en lien avec mes terrains. J'ai d'abord travaillé sur une enquête sur le tabagisme et l'immigration, donc vraiment rien à voir. Donc ça ouvre un petit peu, voilà, ça permet de prendre de la distance, un peu de hauteur. Et j'en viens du coup à la deuxième partie de ma réponse, donc là plus précisément sur la manière dont j'ai pu négocier l'accès à ces établissements de protection de l'enfance. La première chose à dire, c'est que donc l'objet de ma thèse, c'était donc l'intimité des adolescents et adolescentes placés. Et c'est un objet du coup qui est difficile d'accès, hein, au-delà du fait que ce soit des jeunes protégés. C'est aussi un objet voilà, qui a été qualifié de touchy par les cadres de l'association à qui j'ai d'abord présenté mon terrain. La première difficulté, c'est en fait de me présenter à ces adultes-là sans être travailleuse sociale et en étant quand même étrangère au milieu du travail social, puisque j'ai été chargée de mission, mais plutôt rattachée, on va dire, à l'équipe cadre, au siège, donc pas du tout en lien avec les équipes sur le terrain. Et donc, avant d'entrer en lien avec les jeunes, la première étape, ça a été de présenter ce projet et de négocier avec le collège directeur de l'association. Et lorsque je suis invitée à présenter mon projet à ce moment-là, je parle plus particulièrement d'une dimension de mon sujet qui est celui de la sexualité des jeunes filles placées en protection de l'enfance. Et ça fait beaucoup réagir les cadres qui me disent alors attention, parler de sexualité en protection de l'enfance avec les jeunes, surtout avec les garçons, surtout en étant une jeune femme, ça va vous exposer à des difficultés et peut-être même plus. C'est-à-dire que ils sous-entendaient que je pouvais aussi être amenée à mettre en jeu aussi mon intégrité physique, que j'allais recevoir des provocations verbales, mais aussi physiques, du simple fait d'amener cette thématique dans les lieux de la protection de l'enfance. En fait, la première provocation à laquelle je suis confrontée ce jour-là, ce n'est pas celle des éducateurs sur le terrain ou des jeunes, mais c'est bien celle du collège directeur, puisque un des directeurs me dit alors, Fanny, j'arrive quand on parle de ta sexualité, ce qui fait rire tout le monde. Première épreuve, du coup, celle de la sexualisation finalement de l'enquêtrice, qui n'est pas du tout rare en fait quand on travaille sur des objets comme celui-ci, et notamment quand on est une jeune femme. Et donc, pour reprendre Goffman, là, l'objectif pour moi, c'était de sauver la face, de garder une contenance et de déjà témoigner du fait qu'un objet comme celui de l'intimité ou de la sexualité est un objet scientifique, qui n'est pas déconnecté du monde social, qui n'est pas anecdotique et qui a en fait une rigueur et un intérêt à être amené sur ces terrains-là. Donc j'ai dû en fait faire preuve de la légitimité de mon objet, mais aussi de ma propre légitimité en tant que jeune chercheuse. Et pour terminer aussi sur ce point, dire que c'est pas non plus étonnant que la sexualité fasse réagir de cette manière-là, notamment aussi en protection de l'enfance, puisqu'elle s'inscrit plus largement dans une espèce de panique morale des adultes vis-à-vis de la sexualité des jeunes. Une panique morale selon laquelle, en fait, la sexualité de ces adolescents-là en particulier, elle est alimentée par des discours médiatiques et politiques qui dénoncent une espèce de précocité nouvelle des rapports sexuels juvéniles. Les jeunes auraient des rapports sexuels de plus en plus tôt, ce qui n'est pas vrai statistiquement. Ils seraient confrontés à une surconsommation de contenu pornographique, à une hypersexualisation de leur corps, etc. Et dans le secteur de la protection de l'enfance, cette peur, elle est aussi amplifiée par des chaînes professionnelles qui associent la sexualité des jeunes à des conduites à risque, et particulièrement à la prostitution, aux violences conjugales ou aux grossesses dites précoces. Donc, lorsque j'arrive et que je présente mon objet, en fait, je mets le pied là-dedans. Et donc, ces réactions et cette provocation, en tout cas du directeur, elle est aussi alimentée par cette panique morale de « mais qu'est-ce qu'on va faire, en fait, d'un objet comme celui-ci » Et je termine, du coup, rapidement. Finalement, cette réunion du coup de présentation de mon objet de thèse, elle aura été fructueuse puisque, et j'y reviendrai dans la suite de vos questions, j'ai ensuite en effet pu accéder aux établissements de protection de l'enfance. Par contre, je me suis bien gardée de mettre en avant la dimension sexuelle de mon objet. Donc l'intimité, je l'ai abordée un peu plus largement sur le corps, sur l'hygiène, aussi en réaction avec des problématiques qui étaient plus adaptées et ajustées à celle à laquelle étaient confrontés les professionnels. La sexualité, c'était un peu niche, ça s'est vu bien plus tard sur mon terrain, mais par contre, voilà, la dimension de l'intimité corporelle, biographique, les relations entre les jeunes, ça a beaucoup parlé et ça a facilité mon accès.
Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir effectivement les réactions et la réception que peuvent faire des personnels de direction en l'état, donc d'un objet d'étude constitué qu'il aurait présenté et pour lequel tout de suite va y avoir une traduction, oui, dans des enjeux internes, on va dire, à la protection de l'enfance et à l'organisation des accueils, des accompagnements, etc., etc. Donc, si je comprends bien, dans votre cas, euh, votre objet d'étude était constitué, c'était vraiment votre objet de recherche. Il a été soutenu par l'école de travail social et ensuite vous l'avez présenté sur vos terrains. Exactement. Donc il n'a pas été co-construit au moment où vous avez présenté votre projet de recherche à la NRT avec les terrains envisagés. Voilà. Ok. Alors, ça rajoute un élément de complexité, puisque là, vraiment, il va y avoir la réception et l'appropriation et la compréhension de l'objet d'étude par les établissements d'accueil qui peut être effectivement l'objet de transactions. Et vous allez nous expliquer toutes ces transactions qui ont pu avoir lieu, notamment avec des reformulations pour peut-être euphémiser certains pans de votre problématique pour que ça soit plus acceptable, entre guillemets, par le terrain et par les professionnels. Très bien, c'était très intéressant, merci. Monsieur Pereira, je vous laisse nous parler de votre accueil en tant que chercheur dans vos établissements et auprès des professionnels et, et des enfants avec lesquels vous avez travaillé. Bon, déjà, merci pour l'organisation de cette journée. Moi, je trouve que c'est quand même salvateur quand on est chercheur et qu'on est sur le terrain, de pouvoir aussi partager. Moi, je le vis un petit peu comme quelque chose aussi de soutenant pour moi, où je me sens quand même assez isolé globalement dans cette position-là. Puisque comme je vais en fait vous l'expliquer, je suis aussi clinicien, j'ai pas mal de lieux de supervision dans ma pratique clinique, mais quand il s'agit de la recherche, parfois je me sens un peu seul et du coup j'ai vraiment pris la balle au bond et je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir des espaces comme ça où justement on prend un peu de recul et on est dans une position réflexive par rapport à notre positionnement en clinique et en tant que ou de chercheur. En tout cas, j'ai vraiment trouvé en plus super intéressant ce que vous avez présenté juste avant. Ça a évoqué tout un tas de choses que j'ai pu annoter par rapport à ce que j'avais prévu de présenter. Je pense que je pourrais pas parler de tout, mais du coup, j'aime bien faire un support écrit. J'ai une tendance à être un petit peu bavard, à faire des digressions. Faut pas hésiter à, faut pas hésiter à me réguler. Moi, je vais en avoir besoin. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport à cette question de l'accueil, c'est que, donc, comme vous le pressentez, je suis dans une position particulière. En fait, moi, je suis psychologue territorial depuis le 1er janvier 2017. Et en fait, mon terrain de recherche, c'est aussi le terrain dans lequel j'exerce en tant que clinicien. Donc ça, c'est... Et puis, il y a une répartition qui est une répartition, en fait, théorique de un tiers, deux tiers. Mais dans la réalité, en fait, je prends les urgences telles qu'elles viennent et je les régule. C'est-à-dire que des fois, il y a des urgences du point de vue de la recherche, donc voilà, je les traite. Et des fois, il y a des urgences cliniques et là, je les traite. Et évidemment, et ça, c'est une chose que j'avais prévu d'évoquer dans le troisième point qu'on va évoquer ce matin, les urgences cliniques ont toujours la priorité sur les urgences liées à la recherche. Là, je suis dans un rôle où je dois apprécier à chaque fois comment je traite les choses, sachant que vous l'imaginez bien. Donc, j'ai 2 projets de recherche interventionnelle avec des groupes contrôle. Ça implique 70 personnes, sans compter les personnes qui animent des groupes thérapeutiques, etc. Donc, c'est un énorme travail de management. Et ça, en fait, des fois, ça me met quand même dans des périodes où la charge de travail est énorme. Donc, voilà, c'est vraiment un enjeu pour moi. Euh, En termes de spécificité aussi de ce contexte et d'articulation entre la recherche et la clinique, il y a aussi cet enjeu de connaître le terrain, pour le meilleur et pour le pire, et d'être reconnu du terrain pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est que, évidemment, c'est très facile pour moi d'organiser matériellement les choses. J'ai accès à tous les logiciels qui permettent, par exemple, de réserver une salle, j'ai sur tout le département, donc j'ai énormément de souplesse. Voilà, ça, c'est hyper pratique. Par contre, bah, l'inconvénient, c'est que forcément, les personnes me connaissent. Donc, tu sais, je suis dans un département rural.
Donc, ce n'est pas du tout le même contexte que dans un département urbain où il y a une faible densité de population. Je pense que je connais 75% des professionnels de la protection de l'enfance qui travaillent dans le département. Et donc, ces 75%-là me connaissent aussi. Et ils ont une opinion sur moi. Ce qui est bien légitime. Et donc, voilà, ça vient un petit peu aussi comme infuser ce qui se joue autour de cette recherche. En tout cas, si je devais choisir un qualificatif quand même pour répondre à votre question, l'accueil est favorable, je dirais même très favorable, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une recherche interventionnelle. Donc, en fait, les acteurs, ils y voient du sens, puisque l'idée, c'est de proposer des interventions pour améliorer les choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a une approche participative. Donc, ces interventions faites, par exemple, je donne un exemple, on propose un programme qui s'appelle le cercle de sécurité parentale, qui vise à améliorer les capacités de mentalisation des assistants familiaux, et on l'implante en fait dans tout le département. Et on fait un essai randomisé contrôlé, donc avec voilà, les assistants familiaux ont été au hasard affectés dans un groupe, soit un groupe contrôle sur liste d'attente, où ils bénéficieront ultérieurement de l'intervention, soit ils sont dans le groupe intervention, et en fait on fait des mesures, etc. On compare. Dans ces mesures, il y a... Mais ça, j'en parlerai plus tard. En tout cas, ça, étant donné que c'est animé aussi, ces groupes-là sont animés par des éducateurs ou des psychologues, même des chefs de service qui ont été formés, puisqu'on a fait venir une formatrice québécoise, c'est extrêmement porteur en fait pour les institutions. Et puis en plus, on a vraiment fait le choix de ne pas faire en sorte que ce soit uniquement au niveau des services départementaux. Et en fait, on a travaillé aussi avec les services associatifs, ce qui fait que ça a permis aussi d'être ensemble et de développer des partenariats, ce qui était extrêmement intéressant. Donc, il y avait un vrai bénéfice, en fait. Donc, forcément, c'était plus simple dans ce cadre-là que d'arriver sur des sujets qui, effectivement, peuvent activer les professionnels. Oui, oui, pour l'accueil, ça me paraît complet, ce que vous avez pu dire. Ouais. Ce que j'identifie, c'est que ce n'est pas tant la question de l'accueil pour vous qui a été compliqué, puisque vous étiez déjà in situ de par vos activités, et que le projet de recherche était porté par l'institution avec des relais voilà, au sein du département. Mais ça a été plutôt certainement, j'imagine, la difficulté, c'était peut-être de se départir d'une place à laquelle vous étiez assigné de par vos collègues. Vous connaissiez 75% de vos collègues, donc, ou des personnes qui allaient participer à la recherche, donc avec un regard certainement, une représentation très forte sur qui vous étiez, quelles étaient vos activités, et donc trouver certainement comment mettre en avant son activité de recherche et sa position et sa posture de chercheur qui est quelquefois différente de celle du praticien en activité. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, mais ça, vous l'avez tous un peu évoqué, c'est la répartition du temps et la gestion du temps, surtout dans le cadre d'un contrat CIFRE, entre les activités que nous délègue ou que nous demande de remplir l'institution qui nous emploie, chargée de mission, des tâches de secrétariat, de communication, d'appel, d'ingénierie de projet, etc., etc. Et puis le temps sanctuarisé, concentré pour la recherche qui, bien souvent, comme vous l'avez dit, vous, par rapport aux situations d'urgence des enfants, peut être relégué, on va dire, au second plan parce que vous privilégiez l'urgence clinique. Donc, toutes ces difficultés qui sont à prendre en considération. Je vous propose justement d'évoquer quelles ont été les principales difficultés dans votre rapport au terrain et dans votre rencontre avec les professionnels, avec l'accès à vos données que vous avez pu rencontrer tous les trois sur vos terrains d'enquête. Monsieur Pereira, je vous propose d'enchaîner, comme ça on va revenir, vers moi sur cette deuxième question. Alors peut-être je vais... Le projet, il est porté par l'institution, mais c'est quand même moi qui l'ai construit. D'accord. Et il a été proposé à tous les échelons hiérarchiques jusqu'à la présidence du conseil départemental. D'accord. Il a validé et c'est redescendu après. Du coup, voilà. C'est important. Ce portage institutionnel a été très aidant. Ok, donc il a été porté par l'institution, néanmoins, c'est vous qui êtes cheville ouvrière du projet et qui l'avez conçu pour le porter à validation des différentes strates hiérarchiques. Ok, ça marche.
Alors, les difficultés. Bon, là, c'était la diapo sur laquelle j'imaginais parler le plus. Mais Allez-y. en fait, ce que j'ai trouvé difficile, ça a été. Enfin, il y a eu vraiment des difficultés à chaque étape, en fait, de la mise en place de la recherche, notamment le premier axe là, sur lequel on a travaillé avec le cercle de sécurité parentale. La première difficulté, ça a été de donner du sens, en fait, à un public extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même pouvoir présenter le protocole, ses objectifs, les mesures, pourquoi en mesurer comme ça, sachant que dans les mesures, il y a des entretiens qui sont enregistrés, mais il y a aussi des interactions entre les enfants et les assistants familiaux qui sont filmés avant, après le programme, pour analyser en fait justement les capacités de mentalisation des assistants familiaux et la qualité des interactions émotionnelles. Donc tout ça, il a fallu pouvoir l'expliquer déjà pour faire baisser la méfiance, parce que bon, quand on travaille en protection de l'enfance, le principal enjeu, vous le savez, hein, c'est la question de la méfiance. Alors, on est tous très activés et c'est un peu en miroir de ce que traversent les enfants quand ils sont confiés à nos services, par exemple. Mais je ne vais pas parler de ça. Voilà. Et il y a en plus des petits détails techniques parfois qui ont été compliqués. Par exemple, on avait des codes participants pour pouvoir anonymiser toutes les données. Et sur les codes participants, bon, j'ai plus de cheveux, mais j'aurais pu m'arracher les cheveux parce que vous imaginez bien qu'il y a énormément d'erreurs. Alors, des petites erreurs, quand on a un petit échantillon de 10-12, ça va. Mais quand il y a 72 mesures et qu'il y en a plusieurs à T1, ça a été une véritable difficulté. Alors qu'on l'avait expliqué, on a fait en fait 2 conférences, mais ça j'en parlerai, sur les outils qu'on avait mis en place pour essayer justement de faire en sorte que ce soit compréhensible par tous. Il a fallu pouvoir expliquer aux enfants. Oui, et les saisies, c'est vous qui les faisiez ou vous appuyez sur des professionnels qui vous soutenaient justement dans les saisies des mesures dans votre outil? Alors sur le monitoring des données, je le délègue. D'accord. On a des stagiaires recherche. D'accord. Sur des projets, j'ai aussi, en fait, les 2 projets, on a obtenu des financements. Il y en a un qui est soutenu par l'ONPE et l'autre par l'université dans un appel à projet. Et donc, on va recruter un ingénieur d'études. Donc, évidemment, c'est très aidant. Et donc, il y avait une dimension collective dans la collecte et dans la saisie des données, et donc il y avait une sorte de management coordination, Ah oui, qui oui, n'est bien pas sûr. forcément toujours le cas dans le travail de test. Ouais. Et puis, il y avait des saisies en ligne aussi. Donc, Ok. les saisies en ligne, du coup, il a fallu. En tout cas, pour que ça fonctionne, il a fallu expliquer un maximum de détails, mais non plus sans excès, pour pas non plus. Et ça a été vraiment un vrai défi pour nous. Voilà. Mais sur la diapo d'après, j'expliquerai comment on a essayé de relever ce défi. Je dis bien essayer. Après, la deuxième problématique, ça a été de maintenir l'engagement dans la durée, parce qu'en fait, là, typiquement, quand on veut comparer ce qui se passe avant, après, il faut pouvoir aussi mesurer après, parce que toutes les mesures qu'on a faites avant, si on n'a pas un point de comparaison après, tout ce qu'on a fait jusque-là, ça n'a plus de sens. Sauf que des fois, pour les personnes qui sont concernées, il y a comme une perte de motivation. Au départ, il y a un peu de nouveauté, c'est chouette, on participe à un projet original, etc. Mais quand on fait le programme, qu'on termine le programme, et puis qu'après 3 mois après, on reçoit un mail où il faut retourner encore à l'unité de recherche clinique pour faire une évaluation vidéo, bon, des fois, ça peut être un peu difficile de maintenir cette implication. Il y a aussi des problèmes que j'ai eu en termes de respect de calendrier. Donc, par exemple, vous avez une OPP. Ça nous est arrivé ça. Il y a une OPP qui est arrivée, et en fait, donc on avait un groupe qui devait être animé par des travailleurs sociaux, et il n'y avait personne d'autre qu'eux pour faire l'OPP. Donc, annulation du groupe. Dernière minute. Donc, on a le groupe épargne. Sauf que ça décale une semaine. Une semaine. Moi, j'ai un calendrier, il faut évaluer à plus 3 mois, etc. Donc, d'un côté, j'ai une partie de moi qui s'active, c'est la partie recherche, mais d'un côté, la partie clinique à l'intérieur de moi, elle comprend. Évidemment, l'OPP, elle est prioritaire. Mais du coup, si on veut aussi maintenir de la rigueur
dans les protocoles et dans la recherche qu'on fait, en tout cas dans ce type de recherche clinique interventionnelle, bah, voilà. Donc, c'est difficile aussi émotionnellement. Cet après-midi, vous avez parlé des émotions, et des fois, on vit des émotions quand même complexes. Donc, sur les difficultés, si on devait résumer, la première difficulté, c'est de dépasser la méfiance. La méfiance des professionnels, la méfiance des institutions et des parents, effectivement, voire même voilà, peut-être des enfants. Donc, difficulté de dépasser ou de faire avec la méfiance, maintenir un engagement constant, on va dire, dans le temps de la part des professionnels, la rigueur de ces professionnels que vous avez associés donc, à la collecte de données. Et puis le quatrième point que vous venez d'évoquer, c'est le fait de devoir faire avec l'effervescence, l'ébullition, l'instabilité et les contingences de la protection de l'enfance qui font que lorsque l'on pose des temps extrêmement précis pour récolter ces données selon un calendrier bien travaillé, eh bien la protection de l'enfance fait que le calendrier n'est jamais respecté ou qu'il est sans cesse à réactualiser et à réaménager, ce qui évidemment, est une complexité, une gageure pour tous les intervenants. Merci beaucoup. Madame Vestel, je vous propose d'échanger sur les principales difficultés que vous avez rencontrées dans votre objet d'étude et dans votre relation avec le terrain. Alors, j'ai fait le choix de vous parler d'une principale difficulté qui est donc celle de l'adaptation de ma méthodologie à des enquêtés mineurs et vulnérables, donc toujours avec une casquette de non-travailleuse sociale. L'enquête sur l'intimité en protection de l'enfance, elle peut être qualifiée de sensible à double titre. Déjà parce que pour comprendre quelles pratiques intimes ces adolescents peuvent avoir accès, il faut être dans les lieux, il faut être in situ pour pouvoir observer finalement le déroulé de l'action en permanence. Saisir du coup des discours qui sont recueillis plutôt dans les coulisses de l'institution, donc dans les lieux de placement, dans les lieux de vie quotidien finalement de ces adolescents. Et d'autre part, la sensibilité de cet objet d'étude, elle est caractérisée donc par la vulnérabilité de ces jeunes enquêtés. C'est une vulnérabilité que leur impute tant l'action publique, qui les considère comme des mineurs protégés, en danger, mais également la sociologie qui peut les appréhender comme des acteurs faibles au sens d'individus qui seraient socialement affaiblis, notamment par leur position sociale, d'enfants victimes de violences, en rupture notamment familiale, etc., etc. Et dans le contexte particulier de la protection de l'enfance, la vulnérabilité, elle occupe vraiment une place centrale parce qu'elle est la raison d'être de cette politique publique, mais aussi elle est régulièrement mobilisée par les professionnels qui travaillent en lien direct avec les jeunes pour justifier les choix qui les concernent, jusque dans des dimensions très intimes en fait de leur placement. Au nom de leur protection, de leur intérêt, on va faire des choix et des décisions en tant qu'adultes pour éduquer, protéger et rendre autonomes ces mineurs. Et donc, en ce qui me concerne, pour l'ethnographe, la vulnérabilisation de ces enquêtés, elle a impliqué de mettre en œuvre une démarche méthodologique et éthique rigoureuse, notamment pour prendre en compte 4 sortes d'exigences. Celle des professionnels qui étaient donc garants de l'accès aux établissements hébergeant les jeunes, celle des jeunes hébergés, évidemment, celles sur lesquelles s'appuie la discipline sociologique, ainsi aussi les règles déontologiques et éthiques de la socio, et enfin mes propres valeurs éthiques et morales en tant qu'ethnographe. Là, je vais juste détailler les 2 premières, donc les exigences de méthodologie et d'éthique envers les professionnels et les jeunes hébergés. Déjà, la première chose qui a été faite, c'est qu'on ne m'a pas demandé de comité d'éthique. À l'époque, c'était donc en 2020-21, c'était en tout cas pas très répandu dans mon université d'accueil et dans mon laboratoire. La NRT non plus ne l'a pas demandé. Et la structure CIFRE non plus, ni même les terrains enquêtés. Ça signifie évidemment que les enjeux éthiques n'ont pas été complètement évincés. Au contraire, en fait, ils m'étaient entièrement dévolus. C'était à moi de construire finalement un protocole d'enquête qui me semblait être le plus juste et éthique possible afin de ne pas être intrusive dans l'intimité de ces jeunes, mais aussi dans l'activité des professionnels, tout en permettant d'accéder à cette expérience juvénile qui est, en fait, dans la quasi-totalité des enquêtes en sociologie, bien souvent invisibilisée. Beaucoup d'enquêtes sociologiques en protection de l'enfance ciblent l'expérience des professionnels, et il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Mais en réalité, l'expérience des usagers de la protection de l'enfance, voire même des usagers des dispositifs publics, est très peu observée, enquêtée.
principalement parce qu'il y a des freins, et notamment le fait de devoir obtenir des comités d'éthique, obtenir des conventions, des accords, etc. Une convention de recherche a été faite avec les établissements dans lesquels, justement, on intégrait ces dimensions. Donc, par exemple, l'anonymisation, évidemment, de toutes les données, le recueil du consentement, évidemment, et la possibilité pour les jeunes de se retirer à tout moment de la recherche s'ils ne le voulaient pas. Et moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est en fait une progression. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout arrivée un jour dans les établissements d'enquête. Ça a pris plusieurs mois, donc en l'occurrence 1 an d'attente du financement, puis 6 à 7 mois avant de pouvoir être connue et reconnue par les jeunes et les professionnels. J'ai utilisé aussi des outils en FALC, en facile à lire et à comprendre, pour présenter mon enquête, et je me suis représentée en permanence auprès des jeunes. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je n'ai pas enquêté incognito. Donc, j'ai toujours pris des notes sur mes journaux de terrain devant les personnes que j'enquêtais, qui du coup étaient au courant que ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient m'intéressait, et ça a aussi participé à construire une relation avec eux. Bien souvent, les ados venaient me voir en me disant: qu'est-ce que tu écris aujourd'hui? Est-ce qu'on peut voir? Donc, je leur montrais ce que j'écrivais, et c'était toujours des phases du coup pour réactiver, réexpliquer pourquoi j'étais là. Il y a aussi un élément sur lequel je voudrais revenir. Alors, ça anticipe peut-être un petit peu ce qui sera dit cet après-midi aussi sur l'éthique de la recherche. Mais en tout cas, en sociologie qualitative et en ethnographie, c'est donc ma méthode principale d'enquête, j'ai très peu fait d'entretien formel, pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir par ailleurs. Mais notamment parce que la situation d'entretien formel avec les jeunes a créé aussi beaucoup de réaction et d'angoisse du côté des professionnels. Déjà, il n'y avait pas d'espace pour faire des entretiens. Dans les lieux de placement, il y a très peu de pièces où on peut s'isoler, ce qui dit beaucoup aussi de l'intimité de ces adolescents. Et ensuite, lorsque j'ai pu faire un entretien, ça a été complètement improvisé dans la chambre d'une jeune qui m'a invitée à rentrer, qui m'a montré en fait ses affaires et qui m'a invitée dans la seule pièce finalement du foyer dans laquelle elle a la possibilité d'inviter quelqu'un, puisque sinon les espaces sont collectifs. Et donc, je fais finalement un entretien d'1 heure avec elle, informellement. Je n'enregistre pas, hein, j'ai jamais rien enregistré, je prends des notes. Et à l'issue de cet entretien informel, j'en parle en réunion d'équipe aux professionnels qui me disent: ah non, 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 la chambre, c'est un espace dans lequel on n'entre pas. C'est un espace surtout dans lequel on n'entre pas parce que c'est des gamins qui ont pu être incestés, etc., et qu'on travaille le rapport à l'intimité. Et en fait, à rebours de ce que me disent les professionnels, ce que j'observe depuis déjà 8 mois à ce moment-là, c'est que les professionnels entrent et sortent des chambres en permanence. Il y a des allées-venues. Pas conscientes, hein, c'est-à-dire que pour eux, ça fait partie en fait de leur travail de vérifier par exemple l'ordre, l'hygiène, vérifier que le jeune va bien, qu'il s'y trouve. Et aussi, par exemple, la nuit, les veilleurs de nuit font des rondes toutes les heures, ils ont le pass, donc les jeunes n'ont pas la clé de leur chambre, et ils rentrent pour vérifier qui s'y trouve. Il faut préciser que, notamment, les professionnels veilleurs de nuit, c'est une profession où il y a un turnover énorme, comme pour les éducs, hein, ce qui signifie que parfois, au plein milieu de la nuit, il peut y avoir un inconnu qui rentre dans leur chambre pour vérifier qu'il s'y trouve. Bon. Donc finalement, ce que j'entends, moi, suite à cet événement de terrain, c'est que je n'ai pas le droit d'entrer dans les chambres, mais qu'en fait, tout le monde y rentre. Et plutôt que d'aller contre la volonté des jeunes de m'inviter à me faire part d'une forme de vie privée, de ce qui les concerne, de leurs objets précieux, etc., je vais en fait les écouter, les prendre en considération comme n'importe quel individu et me rendre dans leur chambre quand ils m'y invitent. Et donc finalement, les aspects éthiques et déontologiques, moi, je les ai joués sur le terrain, en situation, en permanence. Et j'ai toujours fait en sorte, du coup, de faire attention, évidemment, à ne pas être intrusive. Alors, c'est vraiment des détails, mais par exemple, quand j'entrais dans les chambres, qu'on m'y invitait, hein, jamais autrement, je ne m'asseyais pas sur le lit. Parce que moi, personnellement, je me disais, tiens, voilà, le lit, c'est peut-être aussi l'espace de l'intimité. Donc, je restais debout, je m'asseyais par terre, je ne touchais pas les objets. Je pense, du coup, je vais terminer là-dessus, que la question du coup de l'accès à une parole invisibilisée comme celle des usagers de la protection de l'enfance, elle ne doit pas se jouer exclusivement sur le terrain de comités d'éthique formels, avec des protocoles de recherche qui seraient validés par des équipes. Je pense qu'elle est complètement imputable aussi à la responsabilité individuelle du chercheur et que certes, on avance par essai-erreur. Donc, par exemple, moi, c'était du point de vue des professionnels une erreur de rentrer dans la chambre des jeunes, mais du point de vue des jeunes, ça a été le début d'une relation. Voilà. Donc, c'est une adaptation toujours permanente.
Très bien. Bah, merci beaucoup pour pour ce partage d'expérience et de réflexion. Effectivement, on peut avoir le sentiment que la réflexion éthique doit être portée dans un cadre expert, avec un comité éthique qui va venir asseoir quelque chose au préalable de la mise en œuvre du terrain. Et là, on voit bien hein, que chemin faisant, vous avez construit quelque chose qui est. Vous avez parlé d'événements de terrain, mais l'événement de terrain, c'est quasiment un résultat en soi de votre, voilà, de votre recherche, puisque ça dit beaucoup sur le rapport à l'intimité et le rapport des professionnels justement sur la gestion de ces espaces domestiques et ces espaces intimes pour les jeunes. Donc, éprouver une situation de questionnement éthique et d'adaptabilité du terrain a déjà permis voilà, de mettre au jour des représentations professionnelles qui participaient de votre problématique. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous avez parlé du recueil du consentement uniquement les enfants ou les enfants et les parents? Alors, les parents, ça n'a pas été demandé. Ah oui. Uniquement les enfants. Donc, moyenne d'âge, c'était des ados de 16 ans. Je n'ai pas obtenu le consentement des parents dans la mesure où je n'avais pas accès aux familles, hein, déjà. Et aussi, d'autre part, j'ai considéré que demander le consentement à des individus qui ont été auteurs de violences, qui plus est potentiellement sexuelles sur leurs enfants, avec qui j'avais parlé de leur intimité, n'avait aucun sens. Dans les situations d'enfants que vous avez rencontrées, il n'y avait pas d'enfants pour lesquels il y avait des droits d'hébergement, des droits de visite La plupart en avaient en réalité. J'ai posé la question, évidemment, ça a été le gros sujet du démarrage de mon enquête avec l'association, hein, oui. Avec les cadres, qui m'ont indiqué que, selon eux, puisque j'allais procéder par une démarche ethnographique d'observation, il n'y avait pas à demander de consentement puisque ce n'était pas des entretiens formels. Voilà. C'est comme ça qu'eux ont réglé la question. C'est comme ça que je me suis dit, très bien, moi, je veux accéder à ces terrains et après, je verrai. Ça facilite la chose. Et par ailleurs, le rapport de ces jeunes-là, en tout cas au foyer, avec leurs parents, était éminemment conflictuel et complexe. Et je n'ai en fait jamais parlé de leur relation familiale. Oh, oui. Le dossier de l'enfant m'intéressait très peu. Oh, oui. C'était leur quotidien avant tout. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Monsieur Barlet, sur les principales difficultés rencontrées? Évidemment prévu. Mais en fait, plein de choses sont dites et ça me fait rebondir de manière différente. Je vais repartir sur la question de réappropriation sur les tâches annexes. Enfin, ce que moi, j'ai pu mener sur cette question de la réappropriation des tâches annexes qui m'ont été données dans le cadre de la CIFRE, parce qu'elle m'a permis, par ce biais-là, cette démarche de réappropriation m'a permis de dépasser tout un ensemble d'appréhensions mais finalement un peu tout à l'heure, face à la démarche de recherche, face à ce que peut être le chercheur, et qui a ramené à moi me positionner face à des attentes et à des projections, et puis de pouvoir, au fil du temps, bouger un peu les lignes avec les personnes concernées. Et là, on en revient sur la question de la progression, comment les choses avancent, éthiquement parlant aussi, on peut en reparler sur les... Parce que moi, je considère comme étant une éthique réflexive, qui s'inscrit dans le temps, et qui... Voilà. Bon, donc je vais rester sur la question de la réappropriation, surtout parce que j'ai été soumis à commande lors de l'arrivée sur le terrain de la CIFRE de deux manières différentes. Par le biais, la direction m'a demandé deux choses. D'une part, la première chose, ça a été de modifier mon projet de recherche, alors qu'il avait été validé par la section même, par la NRT, par votre directeur de thèse. Quand même. Et donc, j'ai été soumis, c'était il y a 4 mois. J'ai eu la chance de pouvoir communiquer il y a quelques jours là-dessus, mais je ne vais pas faire la même communication. Mais disons que ma proposition, en tout cas ma stratégie, a été d'ancrer ma recherche, de refuser cette commande, puisqu'elle s'engageait dans une dimension plus politique. Puisque la prévention spécialisée, pour ceux qui connaissent un peu, est soumise en ce moment à des gros questionnements, d'ailleurs a toujours été soumis à questionnement, et elle voulait surtout ramener ma démarche de recherche vers la notion de territoire, qui est une notion très importante en prévention spécialisée, alors que je souhaitais adopter des perspectives plus individuelles sur le vécu des jeunes concernés par leur action. Donc ça a été, pour reprendre Castel, un positionnement d'ancrage que j'ai dû mener, qui a été assez éprouvant, parler des émotions, parce que pour le coup, concrètement, c'est 2 heures de réunion dans lesquelles on vous dit non, mais ça va pas, ça correspond pas à la stratégie qu'on veut mener, ça, mais vous vous rendez compte, il y a cette question de la dette aussi qui intervient à ce moment-là, parce qu'on me dit clairement, c'est nos fonds propres qui vous payent. Oui. Donc, il a fallu quand même maintenir un peu le cap et puis pas s'écrouler, pas pleurer. J'ai pas pleuré.
Vous aviez le droit. Oui, je l'ai pas fait. Et puis cette réappropriation en deuxième temps, puisque j'ai pour le coup adopté une deuxième stratégie de compromission, toujours pour rester sur les objets cités par Castel, face à la commande, où on m'a demandé de faire la formation continue. Et c'était très complexe parce que faire de la formation continue sur des sujets qui correspondent à son sujet de recherche, ça paraît engager des pieds assez massifs quand même. Et en fait, j'ai accepté et j'ai retourné la chose, c'est-à-dire que j'ai évité, c'est un grand texte même, d'adopter ces stratégies de formation dans des positions descendantes. Et j'ai laissé la parole des professionnels. Et en fait, c'est eux qui ont beaucoup aiguillé. Et éthiquement, c'est complexe d'utiliser ces données clairement. Néanmoins, d'un point de vue exploratoire, ça a été extraordinaire. Ça a été des découvertes absolues, vraiment à des endroits où justement le fait de ne pas guider, pour le coup, l'entretien, et ben en fait, ils m'ont fait découvrir des perspectives que je n'avais pas imaginées, et ce qui correspond plutôt à la démarche inductive en plus, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais néanmoins, ça m'a demandé quand même un jeu de bascule, de mouvement comme ça au fur et à mesure du temps, qui a créé pas mal d'opportunités. Il y avait la question du temps, aussi de la temporalité, que vous avez évoqué tous les deux. Parce que moi, l'un des enjeux, une des plus grosses difficultés, c'est la perte du lien avec les professionnels. Beaucoup d'équipes, peu de temps finalement à aller voir chacun. Donc, extrêmement compliqué de maintenir le lien. Et puis en plus, pour le coup, je ne vais pas vous l'apprendre, un univers dans lequel, qui traverse des crises régulières, des turnovers massifs. J'avais des chiffres, mais je ne vais même pas oser vous les nommer. Sur le turnover des éducateurs, par exemple. Ouais. Là, si concrètement, comme je vous le dis, en prévention spécialisée, sur cette équipe, il y en a 3 qui ont été complètement renouvelés. Donc, toute la perte des situations identifiées, sachant qu'en prévention spécialisée, une implantation, c'est 2 ans, voire 3 ans. Donc, en fait, c'est des données, des perspectives. Donc, voilà. Sans compter le travail de présentation à nouveau de votre objet d'étude. Voilà, c'est ça. Et puis, la question éthique qui intervient derrière. Enfin, voilà. Ces questions-là qui sont actuelles pour moi en ce moment, puisque je négocie semaine par semaine, des entretiens. Et la troisième, c'était finalement en difficulté, c'est celle qui va au bout de cette question de la perte du lien, c'est comment rencontrer et entendre les jeunes concernés. Quand d'un côté, au niveau de la MMO, en fait, tous ces délités, je peux vous l'expliquer comment ni pourquoi, mais pareil, les vécus institutionnels ont été extrêmement éprouvants pour les professionnels. Donc, peu possible de maintenir un lien. Et le peu de situations professionnelles qui me permettent encore de les atteindre sont soumis à des enjeux que j'ai fixés moi-même un peu naïvement, puisque une des perspectives éthiques que j'avais nommées dès le départ, c'était de dire je ne souhaite pas que la recherche soit empêchante de votre action éducative. Alors, évidemment, ça me paraissait aller de soi, mais en fait, ça engage des difficultés, des stratégies, d'une finesse. C'est pas moi qui suis fin, c'est eux pour le coup, puisqu'ils me disent attends, je vais en parler aux parents, mais là, je n'ai pas croisé le jeune. Et donc, on est sur des contacts réguliers, toutes les semaines comme ça, avec cette frustration pour moi de ne pas rencontrer les jeunes, enfin, on peut, et puis cette peur de ne pas les rencontrer finalement. Et en plus, les familles n'en parlent même pas, puisque ça devient d'autant plus complexe. Voilà, j'ai résolu très. Pour les difficultés, je vous laisse garder la parole pour aborder les leviers que vous avez mobilisés. Alors, les leviers en 3 minutes chacun pour qu'on ait le temps d'avoir des échanges avec les collègues dans la salle. Alors, c'est un peu court, mais. Je vais commencer par ma directrice de thèse quand même. Ça, c'est un levier important. Il y a un accompagnement. C'est sans flatterie, je ne sais même pas si elle nous voit aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est connectée? Je ne sais pas, mais je ne vois pas. Non, mais réellement, parce que les rendez-vous réguliers m'ont permis de me réassurer parfois. Je parlais du moment éprouvant de recadrer son canne de recherche, elle a été présente. Des discussions parfois où elle m'a tapé sur les doigts en disant reste pragmatique, arrête de partir dans tes visions idéologiques, philosophiques, etc. Donc ça, c'était, je voulais quand même le dire aujourd'hui. Et puis, cette question, pour moi, qui a été très importante, parce que j'ai une liste là assez longue, mais cette question du cadre éthique réflexif. Comment on peut, au fur et à mesure de parcours de recherche, se permettre de changer, de modifier,
tout en ayant le souci de l'autre, parce que c'est une des choses qu'on n'a pas nommées, mais c'est très important. On nous livre des paroles qui sont pas simplement des paroles en l'air, comme ça parle de 8 personnes. Et c'était important de pouvoir le respecter au fur et à mesure de la recherche, toujours. Et puis d'être capable d'accueillir les étonnements de recherche, parce qu'on parle de ces moments où on est à la fois déstabilisé et en même temps ça nous ouvre de nouvelles portes. Alors il faut parfois les refermer, parce que sinon on ouvre trop. Mais voilà, ça c'était extrêmement important pour moi. Ce qui m'amène aussi à la question des restitutions que j'ai pu mener, des échanges professionnels, bien sûr, engagés dans la bien recherche. sûr. Même, c'est pas tant une restitution, parce que même le terme, je trouve trop peu valeureux. C'est une discussion de recherche. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai, moi, pu voir et analyser, de ce que vous avez pu me livrer. Ça n'a pas donné tant, il n'y a pas eu tant de débat, donc tant mieux. Mais voilà, avec cette phrase magique qui est à la fois extrêmement ouais, qui est très particulière, dit finalement, ce que tu me dis, on le sait déjà. Et c'est à la fois génial parce qu'on se dit, on n'est pas à côté, mais en même temps, on se dit, ah bon, d'accord. Elle a pensé à inventer quelque chose, et en fait, attends. Mais c'est ça, oui, mais bon, je les ai peut-être rassurés, je ne sais pas. Voilà, pour faire très très court, je fais au moins 3 minutes. Bah, super, merci beaucoup. Madame Estelle, sur les leviers, les soutiens, les outils que vous avez pu mobiliser pour dépasser donc, ces difficultés. Alors moi, je vais plutôt insister, j'aurais pu aussi insister sur mes co-directrices de thèse. J'ai changé de direction en plus en cours et celles qui m'ont amenée jusqu'à la soutenance vraiment ont été d'un soutien merveilleux. Mais je voulais aussi insister sur le collectif de pairs doctorants, doctorantes. En l'occurrence, quand on fait une thèse CIFRE, en tout cas dans mon expérience, qui était aussi celle du coup d'être un peu envahie par des préoccupations autres que ma thèse, les 2 premières années, voire la 3e année, tout le temps CIFRE, m'ont beaucoup éloignée du milieu académique, du laboratoire de recherche. Ça a été difficile en fait juste de m'y rendre déjà. Je n'osais pas y aller vraiment. En termes de légitimité, ça pose aussi plein de questions. Et du coup, c'est plutôt sur la fin de ma thèse que j'y suis allée régulièrement, donc dans un bureau collectif de doctorants au sein du labo, et où j'ai vraiment pu prendre appui sur un partage d'expériences, que ce soit en termes de terrain, mais aussi de toute la charge administrative qui est aussi la thèse, hein, avec l'organisation de plein de choses en cours de route, hein, les formations, les CSI, etc. Et vaste sujet aussi. Et donc, en fait, finalement, c'est vraiment le fait d'avoir eu des espaces plutôt informels entre doctorantes qui m'ont porté, qui m'ont beaucoup soutenue, notamment un séminaire doctoral qui était organisé par deux doctorantes sur les indisciples de l'enquête. Et donc, l'idée, c'était justement de parler de toutes les bourdes de terrain, toutes les erreurs qu'on a pu faire. Et j'avais notamment amené l'anecdote de l'entretien dans les chambres avec la réaction des professionnels. Et en fait, dans ce séminaire-là, j'ai revécu la même chose, puisque un des participants, un des doctorants, était un professionnel de la protection de l'enfance qui m'a dit: ah bah oui, mais tu dépasses complètement la ligne là, enfin, tu n'as pas à y rentrer. Donc moi, j'ai revécu cette violence-là et j'ai découvert du coup le soutien de mes pairs doctorantes qui en ont fait du coup ce que vous disiez très bien, une situation, une expérience aussi d'un point de vue de mon objet, hein, de voir qu'en fait, ça disait beaucoup de choses sur les frontières de l'intimité. Et en fait, c'est plutôt sur la fin du terrain, début de la rédaction, que l'intimité est devenue mon objet. Et c'est grâce aussi à ces regards extérieurs. Donc voilà, moi, j'insisterai vraiment sur ces espaces aussi d'organisation collective et informelle entre doctorants, qui ont aussi permis à ce qu'on organise des journées d'études entre doctorantes. Donc cette première aussi expérience du milieu académique où c'est à nous d'organiser des espaces de discussion et d'échange, et qui sont des soutiens, mais vraiment jusqu'au bout, dans la relecture, dans le partage, qui sont les plus présents finalement au cours de ma thèse en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'illégitimité ressentie par les doctorants en contracif. La psychologue Sophie Buisson, qui va soutenir sa thèse cet après-midi, pendant 1 an et demi, elle a eu beaucoup de mal à se rendre à toutes les réunions de laboratoire. Et elle me disait, mais entre le temps que je dois consacrer à mon terrain, puis le temps que je dois consacrer à l'institution, j'ai pas de lien avec le laboratoire, j'ai pas de lien avec les doctorants, et je me sens effectivement illégitime. Elle avait moins de cours de charge
charge de cours, de charge de TD que les autres. Et il y avait vraiment cette question de la place au sein du laboratoire de recherche qui était très présente. Et je pense que c'est un élément un peu constitutif voilà, du contracif et de la place du contracif. Donc ça, c'est quelque chose à travailler parce que il n'y a pas d'illégitimité, au contraire, par rapport à vos objets d'études et par rapport au travail scientifique et académique mené. Monsieur Pereira, je vous propose d'évoquer les leviers, les soutiens dont vous avez pu bénéficier ou que vous avez construit et mobilisé pour dépasser vos difficultés. Et puis ensuite, donc, on passera un temps d'échange avec la salle. Très bien, merci. Du coup, je les ai tous affichés. Je ne sais pas si je pourrais tous les évoquer comme sur les deux diapos précédentes, mais comme ça, au moins, voilà, vous avez un visuel aussi. Puis j'imagine que peut-être le support sera partagé. Donc, voilà. Alors, les principaux leviers, déjà, c'est le fait d'avoir institutionnalisé la recherche. Donc ça a vraiment été quelque chose de très important. Toute cette démarche-là, je l'ai faite avant même de débuter ma thèse, en réalité. Donc, il y a eu un long travail, en fait, avec l'institution, et notamment avec la direction et la présidence, pour pouvoir intégrer notamment la recherche dans le schéma départemental de l'enfance. Donc, il y a un volet qui est dédié à ça. Donc ça, c'est très aidant, ça donne comme une légitimité après pour pouvoir travailler. En termes de positionnement, du coup, je me suis créé aussi une adresse mail spécifique que je vais appeler Recherche en France, Haute-Loire, etc., qui permettait aussi justement, quand je m'adressais à des institutions ou à des collègues en tant que chercheur, j'utilise cette adresse-là et j'ai une adresse en tant que psychologue territorial classique. Voilà. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour aller vite, c'est les régulations multiples. En fait, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir être régulé, un peu comme table ronde, par tout un tas d'instances. Ça a été très bon pour moi. Je pense notamment au comité d'éthique en fait de l'INSERM, parce que on se posait la question de savoir si on allait être sur un comité de protection des personnes ou si on allait être sur un comité d'éthique. Donc, on est passé par l'INSERM, ce qui fait que voilà, on savait qu'ils allaient se positionner. J'ai eu la régulation aussi au niveau du laboratoire avec ma directrice de thèse, mais aussi tous les membres du laboratoire où à chaque fois qu'on avance, on peut présenter dans les séminaires, ce qui fait qu'on a des feedbacks qui sont précieux, en tout cas qui pour moi ont été précieux. Au niveau de l'institution, on a mis en place un comité de suivi de la recherche où il y avait en fait des acteurs qui représentaient chaque profession qui était impliquée. Donc des assistants familiaux, des travailleurs sociaux, des chefs de service, psychologues, il y avait la direction enfance et il y avait des chercheurs. Et en fait, du coup, ça aussi, c'était extrêmement fécond pour pouvoir. Moi, mon souhait, c'était que ce soit réaliste. Parce que je savais qu'on s'engageait dans quelque chose de très ambitieux, notamment en termes de récolte de données, et je voulais que ce soit réalisable. Je ne voulais pas engager, présenter des choses qu'on n'aurait pas pu mettre en place. Donc ça, ce comité de suivi a été très, très intéressant pour ça. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'être aidé par des collègues à l'international, notamment, qui avaient déjà fait des études d'implantation du même programme et qui avaient attiré mon attention sur tel ou tel point, sur tel ou tel outil, et ça a été très riche. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est de multiplier ou démultiplier tous les supports de communication. On a fait des vidéos, en fait, pour que les référents, par exemple, quand ils allaient chercher le consentement des parents, parce que là, nous, il y avait des enfants de moins de 6 ans qui étaient concernés par des interactions vidéo, etc. Donc, voilà, il fallait impérativement obtenir leur consentement. On avait fait des vidéos et des petits flyers aussi, avec le moins de mots possible pour que ce soit compréhensible par les parents. On a fait 2 conférences pour les assistants familiaux. On en a fait 2, pourquoi? Parce qu'on savait que si on ne mettait qu'une date, on n'aurait pas tout le monde. Là, on a eu 95% des assistants familiaux du département. Donc, ça représentait environ 170 personnes en tout, pour vous donner un ordre d'idée. On a utilisé aussi la visio. Alors ça, c'était pas du tout prévu au protocole, mais en fait, on s'est rendu compte que de temps en temps, on n'arrivait pas à organiser les entretiens en présentiel, et de temps en temps, on a utilisé aussi la visio. Donc ça a été aussi un levier précieux pour pouvoir conduire des entretiens quand c'était pas possible de faire autrement. Et puis alors, le point essentiel, et ça, c'était vraiment la chose sur laquelle donc s'il y a encore un peu de temps, donc j'aimerais pouvoir parler avec vous, c'est moi, ce qui m'a aidé à un moment donné, ça a été de reconnaître, d'accepter, puis d'intégrer que les services de protection de l'enfance, et je le savais, hein,
mais en tant que chercheur, des fois, je voulais pas trop l'entendre, était confronté à des situations d'urgence qui doivent être traitées prioritairement, notamment à tout ce qui concerne parfois des projets scientifiques. Et je peux faire le lien avec ce sur quoi moi je travaille en tant que psychologue, à la fois clinicien et chercheur, c'est cette idée qu'à un moment donné, les professionnels, eh bien, ils oscillent entre des moments où on se protège, soit on protège les enfants, on les sécurise, on les rassure, on les réconforte. Mais il y a des moments où, en tant que professionnel, on se rassure, on se sécurise, on se protège parce qu'on travaille dans des circonstances qui sont émotionnellement extrêmement impactantes, éprouvantes. Dans ces circonstances-là, on ne peut pas explorer, on ne peut pas chercher, on ne peut pas découvrir, on ne peut pas apprendre. Ça, c'est des moments où on ne peut pas faire de la recherche. Et c'est hyper important pour moi de situer, en tout cas ça m'a aidé, c'est pour ça que je partage ça avec vous, hein. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça m'a aidé de me dire, bah, tiens, ils sont où là? Là, s'ils sont dans un moment où ils ont besoin de se sécuriser, ce n'est pas un moment où on va être dans un état d'esprit où on va les emmener sur quelque chose de l'ordre des explorations, et notamment des explorations scientifiques. Oui, Et ça, ça a été une vraie. j'imagine, c'est un peu la capacité empathique du chercheur de comprendre l'état émotionnel des professionnels ou des enfants sur le terrain et d'ajuster au regard de cet état émotionnel le moment voilà, du recueil de données. C'est-à-dire, bah, voilà, là, il y a une impossibilité parce qu'il y a un traitement effectivement d'une situation d'urgence ou parce que l'enfant vient de vivre, je ne sais pas, une audience, un événement qui fait que, et je le remets à plus tard, ou j'adapte, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement prégnant et important, effectivement, en protection de l'enfance. Merci beaucoup. Moi, je retiens deux points principaux. Le premier point, c'est vraiment de travailler sur les supports de communication et d'information à destination des publics et des personnes auprès desquelles vous allez mener la recherche. Vous l'avez évoqué, vous avez multiplié des supports de communication, vous avez utilisé du FALC pour voilà, rendre les choses beaucoup plus compréhensibles pour les enfants. Donc, adapter les supports de communication et les supports d'information au niveau de compréhension des enfants ou des adultes, ça c'est extrêmement important. Et surtout, l'autre point extrêmement important, ce sont les collectifs de réflexivité, les collectifs de régulation, les collectifs de soutien en tout genre. Ça peut être effectivement le collectif des doctorants, ça peut être un collectif ancré dans l'institution ou pluri-institutionnel comme un comité, voilà, vous l'avez dit, un comité de suivi de la recherche, mais en tout cas, tout doctorant a besoin de pouvoir s'appuyer sur plusieurs collectifs qui lui permettent de ne pas rester seul avec ses craintes, avec ses difficultés, avec ses questionnements pour pouvoir les porter et puis que que ces questionnements ils puissent trouver des résolutions pertinentes au regard de ces objets d'étude. Écoutez, merci beaucoup à tous. Je vous propose de